à toutes et à tous, merci beaucoup en tout cas. Donc effectivement, Brice Dachauzière, je suis paysagiste DPLG, urbaniste et docteur en sciences du paysage. Et aujourd'hui, je travaille à la direction des parcs et jardins, même depuis 4 ans, ville de Marseille, et je suis responsable de la division études et projets. Et dans ce service, il y a plusieurs missions, et c'est une de ces missions que je souhaiterais vous montrer aujourd'hui dans cette présentation. Parmi les missions, j'ai des missions de restauration, renaturation, création de nouveaux parcs ou programmation de nouveaux parcs, des plus grandes études à l'échelle de la ville aussi sur tout ce qui touche à la nature en ville, et parcs et jardins. Et une mission que je trouve très intéressante qui concerne l'instruction du volet paysage des autorisations d'urbanisme. Et donc c'est une petite mission, parce qu'il y a une instructrice du droit du sol qui y travaille. Et comment ça se fait que ça... Ah, pardon. Et donc on émet environ 500 avis pour le service d'urbanisme de la ville, qui est compris dans une autre direction, la direction de l'urbanisme, mais qui permet de mieux formaliser les avis finaux auprès des pétitionnaires, auprès des promoteurs. Donc, finalement, moi, quand j'ai commencé quand j'ai pris ce petit service, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et finalement, on voit... Attendez, pardon, j'enlève ça. Finalement, on se pose, quand on fait de l'instruction volet paysage des autorisations d'urbanisme, on se pose immédiatement la question de ce qui existe sur les parcelles sur lesquelles les pétitionnaires proposent d'insérer des constructions. Et il y a un certain nombre d'enjeux qu'on peut toucher du doigt, c'est-à-dire, c'est les questions que je me suis posées quand je suis arrivé, c'est-à-dire comment instruire finalement le volet paysage et tenir plus particulièrement compte des arbres. Et à Marseille, tenir compte des arbres, c'est tenir compte des arbres de l'ancienne campagne bastidaire, puisque vous savez que dans cette ville, il y a encore le reliquat de la campagne passée, avec un certain nombre de grands bosquets, de grands arbres qui ont pour beaucoup plus de 100 ans. Finalement, c'est aussi se poser la question de comment juger de la valeur, qu'elle soit esthétique, paysagère, écologique, de cette composante arbre à l'échelle d'une parcelle, mais qui peut renvoyer complètement à l'échelle d'un quartier et à l'échelle de la ville en fonction de comment on pense aux arbres dans la ville. Se poser la question de quels sont les outils, et ça c'est important, qui nous sont à disposition pour préserver cette composante paysagère au sein des parcelles, et comment instruire la parcelle tout en gardant à l'esprit qu'il faut que l'arbre a un intérêt fonctionnel à l'échelle d'un quartier. Donc là, vous voyez, par exemple, sur les images d'en bas, trois... Vous les voyez? Vous ne voyez pas? Ah, c'est dommage. Ah. On peut couper la lumière, peut-être, qui est à droite parce que... Pardon, je vous cache un peu. Vous voyez mieux? C'est le projecteur, alors, parce que moi j'ai on les voit bien sur l'écran. Bon, on continue comme ça. Je suis navré. Bon, je vous décris sur l'image de gauche à droite. Vous avez une parcelle qui date des années 50 dans le 8e arrondissement de Marseille. Donc à gauche, c'est 1950. Vous êtes sur une campagne bastidaire encore constituée avec un parc d'agrément de Bastide composé d'arbres. Au milieu, vous êtes en 2011 avec finalement la végétation qui continue d'exister dans ce parc d'agrément de Bastide. Et au milieu, un petit collectif d'habitation qui s'est construit entre les années 50 et 2011. Et puis en 2020, on voit que, eu égard au PLUI en vigueur, qui rend possible la construction, des constructions supplémentaires sur ce terrain, et une promotion immobilière nouvelle qui s'insère et finalement qui fait fi de la végétation en place, ou d'une grande partie de la végétation en place, et notamment des végétaux qui constituaient cette campagne bastidaire. Et donc vous voyez ici par exemple ce que ça donne, c'est toujours toujours en cours de construction. Et parmi les enjeux que ça pose, finalement, quand on instruit, on se dit comment construire en tenant compte de l'existant et tout en tenant compte aussi des objectifs des différents documents d'urbanisme à toutes les échelles, du SRADET au PLUI, en passant par le SCOT, et puis aussi les objectifs qui sont compris dans les plans locaux d'habitat, notamment le plan local d'habitat pour Marseille. Alors, parmi les outils
qui nous sont à disposition, bon, vous les connaissez certainement, mais on a forcément au niveau du PLUI les zonages qui déterminent la possibilité de construire, les quotas d'espace vert minimum qui sont variables en fonction des zonages dans lesquels on intervient, qui peuvent aller de quasiment 0% à 70%, avec des quotas de pleine terre qui peuvent aller d'un tiers à 2 tiers, ou 100%, 100% étant plus rare. Hein. Souvent on est sur un tiers à 2 tiers. Il y a les espaces boisés classés. Alors ça c'est un outil effectivement important et intéressant qui couvre parfois un certain nombre sur des parcelles beaucoup de végétation, mais quand on n'a pas d'espace boisé classé et quand on n'a pas ce qui s'appelle dans le PLUI à Marseille les espaces verts protégés de différentes catégories 1, 2 et 3, l'EVP catégorie 1 étant plus prescriptif que l'EVP catégorie 3. Donc catégorie 3, il me semble qu'on doit pouvoir construire encore 40% de la parcelle. Quand sur des terrains, il n'y a pas d'espace boisé qui protège le boisement ou d'EVP 1, 2, 3 qui protège le boisement, ça rend plus possible la construction, ce qui peut poser question quand on fait de l'instruction. Alors ensuite, il y a, parmi le volet d'outillage, il y a les orientations d'aménagement programmatique. Alors, vous le savez, il y a des orientations programmatiques sectorielles, donc par secteur géographique, et plus thématiques. Et à Marseille, comme je pense dans d'autres villes de France, alors celle-là, c'est le nom qu'elle porte à Marseille, elle s'appelle Qualité des formes urbaines, ou donc CAFU. Et dans cette OAP, il y a un petit volet qui concerne la composante paysage. Donc vous avez à droite un peu la logique de cette OAP et de ce volet composante du paysage. C'est assez simple, mais ça peut être assez efficace, c'est un bon outil. Ça dit en fait que le pétitionnaire doit essayer de s'insérer sur la parcelle entre la végétation existante et de prendre en compte au maximum la végétation existante, donc de composer ces bâtiments en fonction des grandes masses boisées. Voilà, c'est ce que ça dit. Alors, ça parle des grandes masses boisées et pas des prairies, mais c'est déjà pas mal. Bon, quand on est au centre-ville, il y a un autre outil, c'est l'aire de valorisation du patrimoine, mais bon, en centre-ville, c'est plus rare il y a moins d'arbres, donc il y a moins de problématiques. Alors, moi j'ai voulu vous montrer finalement un exemple que parmi les plus de 500 exemples que je pourrais trouver à vous montrer, un exemple qui me semble assez intéressant, qui se pose à l'échelle de la parcelle, mais on verra à la fin, finalement, pose la question à l'échelle d'un quartier et de la ville. Alors, on est dans un zonage en UC1. C'est pareil, c'est pas très loin hein, de l'exemple précédent que je vous ai montré pour illustrer le début de la communication. On est tout près d'ailleurs, à moins de 200 mètres à vol d'oiseau. Donc c'est déjà pour vous dire qu'à l'échelle du quartier, il y a une vraie transformation hein, dans ce secteur, dans le 8e. Donc on est en zonage UC1, c'est-à-dire un zonage qui permet la réalisation de tissus discontinus de collectifs. Et on est entre de l'UC1 et de l'UC2 qui permet aussi la construction de plus grands collectifs. Donc finalement, vous voyez, là, du côté gauche, est-ce que vous voyez bien ? Du côté gauche, on est sur plutôt du pavillonnaire avec une mutation possible sur du petit collectif R+3. Et du côté droit, on est sur des petits collectifs qui peuvent monter un peu plus. Donc on est entre de l'UC1 et de l'UC2. L'UC1 propose du 3 étages maximum, zone mixte possible, et un taux d'espace vert supérieur à 60%, et si on est sur l'équipement public, 30%, avec de la pleine terre à 2 tiers, avec un arbre tous les 100 mètres carrés, ce qui est honnêtement pas vraiment beaucoup dans des parcelles de ce type par rapport à la végétation qui constitue déjà ces parcelles. Et quand on regarde la cartographie du PLUI, sur cette parcelle, il n'y a aucun élément de protection qui protège les éléments arborés. Voilà. Donc là, c'est une photographie en 2020, hein, et dans ce terrain, qui est actuellement une scierie, une ancienne scierie plutôt, qui ne fonctionne plus vraiment, il est composé de chênes et de pins, presque centenaires. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater sur... oui, là vous voyez bien. Vous pouvez le constater sur la photographie aérienne de droite, qui est une photographie aérienne des années 50, hein, qu'on trouve sur Géoportail. Et j'ai fait l'exercice de regarder aussi en 1926 avec les couvertures anciennes aériennes. Et on peut se rendre compte qu'en 1926, il y avait déjà les végétaux, en plus petits bien sûr, constitutifs de la parcelle que vous pouvez voir à gauche en 2020. Donc c'était, comme je vous l'ai dit, des pins, donc des pins centenaires, hein, quasiment centenaires, donc je pense même centenaires, et des chênes qui sont aussi centenaires. Alors,
quand on a reçu le permis à instruire, on a reçu un certain nombre de documents, et parmi les documents figurait le plan projet, comme d'habitude, hein, puisque les pétitionnaires donnent toujours les mêmes types de dossiers, hein, c'est lié aux lois, au code de l'urbanisme. Et on pouvait voir que l'ensemble des arbres, donc tout ce qui est en rouge sur le plan du milieu, l'ensemble des arbres allait être coupé au profit des constructions. Donc vous pouvez voir les constructions. Là, vous avez finalement la grande zone boisée que vous pouvez voir sur la petite photographie de gauche, hein, qui donne zone boisée qu'on voit au passage depuis la rue. C'est tout à fait intéressant parce que ça participe d'accrocher la vue aux riverains quand ils passent sur cette rue, et donc de voir une forme de bosquet qui témoigne aussi du passé bastidaire de cette ville. Donc vous voyez en rouge ici sur ce plan tous les arbres qui allaient être supprimés, et en vert ceux qui allaient être conservés, donc autrement dit des petits arbres au fond de parcelle. Et donc à droite le permis proposé, le premier permis proposé, avec un gros plot de construction là où se situe l'ensemble du bosquet. Voilà. Alors bon, on coupe ce que ça donnait, hein, donc vous voyez ce gros plot de construction quasiment ici, hein, sur cette parcelle. Et donc, à l'instruction, on a émis un avis défavorable, justement au titre de l'orientation d'aménagement programmatique qualité des formes urbaines, pour la composante du paysage, peu prise en compte dans le cas de cette parcelle. Alors, s'en est suivi une discussion, c'est ça que je trouve intéressant dans l'usage de cette orientation d'aménagement programmatique, c'est finalement la discussion qui s'en est suivie avec le pétitionnaire, l'architecte qui travaillait pour le promoteur et le paysagiste qui travaillait pour le promoteur. Et bon, j'ai eu plusieurs réunions avec eux, hein, et le service des autorisations d'urbanisme qui encadre les autorisations d'urbanisme. Et on s'est rendu sur le terrain parce qu'au début, ils me disaient que bah, c'était pas grave, de toute façon, les arbres étaient vétustes, 100 ans c'est déjà vieux pour un pin, bon certes peut-être, mais il a peut-être encore quelques années à vivre, et il peut faire des rejetons. Et donc on a été sur le terrain, et quand on a été sur le terrain, ben, on s'est rendu compte effectivement qu'ils avaient du poids dans la parcelle, qu'ils avaient un intérêt au niveau du quartier. Ça, on s'en rend bien compte, puisque dans les copropriétés qui étaient avoisinantes, il y avait tout autant de boisements, et finalement les boisements, quand ils se touchent ou quand ils sont un peu éloignés les uns des autres, il y a un intérêt fonctionnel d'un point de vue des trames vertes, puisque ça peut participer pour les oiseaux de faire des relais, ou pour d'autres types de groupes taxonomiques que je connais moins. Voilà, donc c'était tout à fait intéressant. Et on a été suivi des faits sur le rejet du premier permis de construire. Et ça a participé de travailler avec le pétitionnaire pour faire mieux. Et faire mieux, c'est le projet que vous voyez à droite qui a été proposé. Vous voyez, donc il y a une réduction légère de la construction, légère, hein, parce que finalement ils ont quasiment réussi à garder le même nombre de logements, ce qui est aussi important quand on fait de l'instruction, hein, c'est réfléchir au nombre de logements pour éviter de pénaliser aussi ce qu'il est possible de construire sur la parcelle, et puis en matière d'économie, hein, de la construction, mais tout en préservant les éléments constitutifs de la parcelle. Et là vous voyez que l'ensemble des arbres qu'on avait marqués sont conservés. Et ça a permis aux paysagistes qui travaillaient avec le promoteur de mieux réfléchir à comment insérer ces végétaux. Et finalement, vous voyez là, la masse verte est une masse plantée d'arbres, d'arbustes, voilà, avec différentes strates, qui va participer d'améliorer l'effet de bosquet, voilà, au sein de la parcelle. Donc je trouve qu'il y a finalement eu un effet positif dans toute cette démarche et dans toute la méthode qui a été mise en place. Et c'est la méthode que personnellement on a mis en place dans le service et quand on fait de l'instruction du volet paysage. Et donc ça c'est un exemple, j'aurais pu vous en trouver d'autres. Alors, donc comme je vous le dis, penser l'arbre à l'échelle de la parcelle, ça ouvre à penser aux arbres à l'échelle de la ville, et ça même en faisant de l'instruction du volet paysage. Mais ça laisse en suspens un certain nombre de questions, parmi lesquelles, finalement, une fois que les constructions sont réalisées, que les arbres sont protégés, et même pendant le chantier, ils ont réussi à être protégés, ça pose la question des mises en copropriété, puisque les gens arrivent dans leur logement, les gens commencent à avoir donc ils sont avec un syndic de copropriété, puis ils vont avoir des factures de gestion. Et l'espace vert, ça génère de la facture de gestion. Ça a un coût. L'espace vert dans une copropriété n'est pas des moindres. Donc,
parfois, certaines copropriétés, pour réduire les coûts, réduisent ce qu'il existe en termes d'espace vert dans les parcelles. Et donc ça pose la question de la gestion de ces arbres. Alors j'ai mis arbre parce que le thème est sur l'arbre, mais ça pose la question finalement de la gestion des espaces verts ou des espaces à caractère de nature dans toutes ces copropriétés, hein, ou dans le privé au final. Et donc quid de leur protection pour que les effets de trame verte soient conservés. Alors ça, c'est des questions qu'on ne peut plus. Quand on instruit, on n'a plus l'accès à cette réponse, puisque ça, une fois que le permis est accepté et que c'est construit, c'est pas là que ça se joue. Par contre, ça se joue, à mon avis, à une autre échelle. Ça se joue, et puis sur les mêmes documents, mais sur d'autres registres, ça se joue, à mon avis, sur les modifications et les révisions du PLUI, mais les modifications, ça se joue dans les modifications, complètement même. Et à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de poursuivre la protection, quand il n'en existe pas, de ces masses végétales ou de ces nouvelles masses végétales plantées après les projets des pétitionnaires, en rajoutant au niveau du PLUI des protections d'espaces verts catégorie 1, 2 ou 3. Alors pour peut-être éviter d'empêcher la construction de petits locals à outils, des choses comme ça sur les parcelles. À mon avis, il vaut mieux mettre des espaces verts de catégorie 3 qui rend encore possible des petites constructions, mais qui préservent quand même les masses boisées. Des EBC quand on est vraiment sur des masses très importantes, et puis des végétaux à haute valeur patrimoniale, écologique, etc. Bon, ça c'est plus dur. Communiquer auprès du public de l'intérêt de préserver les structures végétales au sein de ces copropriétés, ça je pense que c'est un vrai travail de fond qu'il faut essayer de faire. Je pense que pour le coup, la FFP, je pense qu'elle peut participer à ça, et notamment par rapport aux interventions et à la plus-value qu'apportent les paysagistes dans les projets de construction. Et aussi et surtout, parce que je trouve que c'est un bon outil, les orientations d'aménagement programmatique, c'est très projectuel, de poursuivre l'amélioration de ces orientations d'aménagement programmatique pour intégrer finalement l'ensemble, ou d'autres enjeux de la préservation du vivant ou de l'environnement, qui sont, comme vous l'avez dit au début en introduction, la gestion de l'eau, la désimperméabilisation, la gestion du ruissellement. Finalement, quoi planter? Dans une OAP thématique, on pourrait très bien dire, apporter une liste de plantes en disant quoi proposer de planter, et de cette liste de plantes, permettre aussi aux pétitionnaires de rajouter un petit pourcentage de nouvelles espèces qui pourraient être des plantes invitées, des choses comme ça. Voilà. Donc je crois que moi, à mon sens, même si c'est une petite part de ma mission au sein de la direction des parcs et jardins, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle permet de toucher aux arbres et plus généralement aux espaces à caractère de nature dans le privé. Et je crois que en plus de planter, il faut savoir protéger pour que les problématiques de continuité écologique puissent perdurer, surtout dans une ville méditerranéenne où on le sait aujourd'hui, hein, les effets d'îlots de chaleur urbains sont importants. Voilà, j'ai terminé. Et je vous remercie.